En France, chaque année, près de 60 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Cela signifie qu'une femme sur 8 sera touchée par cette maladie au cours de sa vie, faisant du cancer du sein le plus fréquent parmi les femmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en le détectant tôt, il est possible de le traiter avec succès. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les signes et les symptômes pour agir rapidement. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue les signes avant-coureurs et les symptômes les plus fréquents du cancer du sein que vous ne devez pas ignorer. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, il est important de consulter un professionnel de santé puisqu'une détection précoce peut considérablement améliorer les chances de guérison. Le premier signe le plus fréquent du cancer du sein, et souvent celui qui pousse à consulter, est la présence d'une masse ou d'une grosseur dans le sein. Cette grosseur est généralement indolore, dure et elle semble immobile quand on essaye de la bouger. Elle peut être palpable lors d'un auto-examen, on parle d'autopalpation, ou détectée lors d'une mammographie. Ce type de masse peut apparaître n'importe où dans le sein, mais elle est souvent localisée dans la partie supérieure externe près de l'aisselle. Il est également possible de détecter des masses dans l'aisselle où se trouvent des ganglions lymphatiques qui peuvent être affectés si le cancer se propage. La plupart du temps, ces masses sont indolores. Cela peut surprendre car on s'attend souvent à ressentir une douleur avec une tumeur. Pourtant, dans la majorité des cas, une masse cancéreuse ne fait pas mal. C'est pour cela qu'il est important de ne pas attendre d'avoir des douleurs pour consulter. Si la masse persiste au-delà d'un cycle menstruel ou semble augmenter en taille, cela doit être pris au sérieux. En général, on recommande de surveiller son sein après chaque cycle menstruel pour voir si la masse disparaît ou change. Évidemment, toutes les masses ne sont pas forcément cancéreuses. Beaucoup peuvent être bénignes, comme les kystes ou les fibroadénomes, surtout chez les femmes jeunes. Cependant, une nouvelle masse, surtout si elle persiste, mérite toujours un avis médical. Le deuxième signe à surveiller est une modification de la forme ou de la taille du sein. Bien entendu, il est normal que les seins changent légèrement au cours de la vie, que ce soit en raison des cycles menstruels, des grossesses ou du vieillissement, mais lorsque ces changements apparaissent de manière soudaine et inhabituelle, ils peuvent être un signe de cancer du sein. Qu'est-ce qu'un changement suspect ? Par exemple, un sein qui devient plus gros ou plus lourd que l'autre. En effet, si vous remarquez qu'un de vos seins devient plus gros sans raison apparente et que ce changement ne disparaît pas après vos règles, cela peut être un signe d'alerte. Un gonflement ou une augmentation de volume asymétrique peut être causé par une tumeur qui pousse à l'intérieur du sein, entraînant un changement de taille ou de contour. Le troisième symptôme qui peut indiquer un cancer du sein concerne des changements au niveau du mamelon. En effet, le mamelon est une zone très sensible et peut révéler des signaux importants lorsque quelque chose ne va pas dans le sein. Par exemple, une rétractation du mamelon. Si vous remarquez que votre mamelon s'enfonce dans le sein ou devient rétracté alors qu'il ne l'était pas auparavant, cela peut être un signe d'alerte. Cette rétractation du mamelon est souvent causée par un rétrécissement ou un durcissement des tissus à l'intérieur du sein, qui peut être dû à la présence d'une masse cancéreuse. Ce changement peut se produire progressivement ou parfois de manière plus soudaine. Donc, si votre mamelon change soudainement de position et semble être attiré vers l'intérieur, c'est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Un autre signe distinctif est l'apparition de ce qu'on appelle la peau d'orange. Ce terme fait référence à une texture de la peau qui devient semblable à celle de la surface d'une orange, granuleuse avec de petites bosses ou pores dilatés. Cela se produit lorsque les vaisseaux lymphatiques sous la peau sont bloqués par des cellules cancéreuses, ce qui entraîne une accumulation de liquide et un gonflement de la peau. La peau d'orange est généralement un signe de cancer du sein inflammatoire, une forme particulièrement agressive de cancer. Ce type de cancer ne présente souvent pas de grosseur palpable comme les autres types, mais il attaque les couches superficielles de la peau et les canaux lymphatiques, provoquant cette apparence caractéristique. Attention toutefois, il est facile de confondre ces symptômes avec une infection cutanée comme une mastite, une infection fréquente chez les femmes qui allaitent, ou même une réaction allergique. Cependant, contrairement à ces conditions qui s'améliorent généralement avec des traitements comme des antibiotiques ou des crèmes anti-inflammatoires, les symptômes du cancer du sein inflammatoire ne s'améliorent pas et peuvent même s'aggraver rapidement. Le cinquième type de symptômes sont des rougeurs, irritations ou démangeaisons. En effet, si vous remarquez que votre peau devient irritée ou qu'elle vous démange de manière persistante, cela peut être lié à un blocage lymphatique causé par la présence d'un cancer dans les tissus du sein. Lorsque les ganglions lymphatiques qui aident à drainer les fluides sont affectés par le cancer, cela peut entraîner une accumulation de liquide et provoquer un gonflement ou une irritation de la peau. Ces démangeaisons ne sont généralement pas soulagées par les traitements habituels contre les irritations cutanées, donc si vous remarquez que ces sensations persistent et que les crèmes ou lotions n'ont aucun effet, il est important de consulter un professionnel de santé. Le dernier signe à surveiller est la présence d'écoulements anormaux venant du mamelon. En effet, si vous constatez que du liquide s'écoule de votre mamelon sans stimulation, et surtout si cet écoulement est sanglant, clair ou jaunâtre, cela peut être un signe de cancer du sein. En fait, des écoulements du mamelon peuvent parfois se produire naturellement, surtout en réponse à une pression ou après une grossesse,
mais des écoulements spontanés et inhabituels, en particulier d'un seul sein, doivent être examinés de près. Ces écoulements peuvent indiquer la présence d'une tumeur à proximité des canaux galactophores, les conduits par lesquels le lait et d'autres fluides passent à travers le sein. Quoi qu'il en soit, si vous remarquez un des changements décrits dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas immédiatement car il peut y avoir plusieurs raisons non cancéreuses à ces modifications comme des changements hormonaux. Cependant, ne tardez pas à consulter un médecin si ce changement persiste ou s'aggrave. Celui-ci pourra réaliser un examen physique et si nécessaire demander des examens complémentaires pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du sein. Maintenant, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein ? Le premier facteur de risque majeur du cancer du sein est l'âge. En effet, plus une femme avance en âge, plus le risque de développer un cancer du sein augmente. Les statistiques montrent que les femmes de plus de 50 ans sont particulièrement concernées, avec une augmentation significative des cas à partir de la ménopause. La raison est simple, le risque de cancer du sein augmente avec l'âge en raison des changements biologiques qui se produisent au fil du temps. Chaque année, nos cellules se divisent et se réparent, mais ce processus peut devenir moins efficace à mesure que nous vieillissons. Cela signifie que des mutations génétiques qui peuvent entraîner le cancer ont plus de chances de se produire. Par exemple, une femme de 60 ans a un risque beaucoup plus élevé de développer un cancer du sein qu'une femme de 30 ans. Cela ne veut pas dire que les jeunes femmes ne sont pas à risque, mais les probabilités augmentent avec l'âge. Le deuxième facteur de risque à prendre en compte est un antécédent familial de cancer du sein. En effet, si une personne a une mère, une sœur ou même une fille qui a eu un cancer du sein, son propre risque de développer la maladie est plus élevé. Certains cas de cancer du sein sont liés à des mutations génétiques héréditaires. Les gènes les plus souvent impliqués sont les BRCA1 et BRCA2. Les femmes qui héritent de ces mutations ont un risque beaucoup plus élevé de développer un cancer du sein, parfois à un âge plus jeune que la moyenne. En fait, ces mutations génétiques empêchent les cellules de se réparer correctement, ce qui peut entraîner la formation de tumeurs cancéreuses. Les femmes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2 peuvent même avoir jusqu'à 70% de risque de développer un cancer du sein au cours de leur vie. Le troisième facteur de risque concerne les modifications hormonales, en particulier chez les femmes qui ont pris des traitements hormonaux substitutifs pendant la ménopause. Les hormones comme les œstrogènes et la progestérone jouent un rôle important dans le développement des tissus mammaires. Lorsque ces hormones sont administrées sous forme de thérapie hormonale, elles peuvent stimuler la croissance des cellules mammaires, y compris celles qui pourraient devenir cancéreuses. Donc les femmes qui prennent des traitements hormonaux substitutifs, combinant œstrogènes et progestérone, ont un risque légèrement plus élevé de cancer du sein. Cependant, ce risque dépend de la durée du traitement. En général, un traitement à court terme de moins de 5 ans présente un risque limité. Les risques augmentent si le traitement est poursuivi sur une période plus longue. Le quatrième facteur de risque concerne le surpoids ou l'obésité, en particulier après la ménopause. En fait, le tissu adipeux produit des œstrogènes. Après la ménopause, lorsque les ovaires cessent de produire des œstrogènes, le tissu adipeux devient la principale source de cette hormone. Plus il y a de tissu adipeux, plus il y a de production d'oestrogènes, et ceux-ci peuvent stimuler la croissance des cellules cancéreuses dans les seins. En plus de ça, l'excès de graisse dans le corps peut provoquer une inflammation chronique, ce qui peut endommager les cellules et favoriser leur transformation en cellules cancéreuses. Et ainsi, maintenir un poids santé grâce à une alimentation équilibrée et à une activité régulière peut donc aider à réduire ce risque, sachant que même une perte de poids modérée après la ménopause peut avoir un effet bénéfique sur le risque de cancer du sein. Enfin, le dernier facteur de risque important à considérer dans la prévention du cancer du sein est la consommation d'alcool et de tabac. Ces deux habitudes sont bien connues pour leur impact négatif sur la santé en général, mais elles ont aussi un rôle spécifique dans l'augmentation du risque du cancer du sein. Le lien entre la consommation d'alcool et le cancer du sein est bien documenté. Même des quantités modérées d'alcool peuvent augmenter le risque, et plus vous en consommez, plus le risque augmente. Le tabagisme, quant à lui, est un autre facteur de risque bien établi pour de nombreux types de cancers, y compris le cancer du sein. En effet, le tabac contient plus de 70 substances cancérigènes, comme le benzène et les nitrosamines, qui peuvent endommager l'ADN des cellules mammaires. Les fumeuses actives, mais aussi les non-fumeuses exposées au tabagisme passif, ont un risque accru de développer un cancer du sein, en particulier si elles ont commencé à fumer à un jeune âge. En plus de ça, l'alcool et le tabac peuvent avoir un effet combiné, ce qui veut dire que leur association multiplie les dommages causés aux cellules, augmentant ainsi encore plus le risque de cancer. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour réduire ces risques. Limiter ou cesser complètement la consommation d'alcool et arrêter de fumer peut considérablement améliorer vos chances de prévenir le cancer du sein, tout en apportant d'autres bénéfices pour votre santé globale. Maintenant, quels sont les examens de dépistage recommandés pour le cancer du sein ? La première étape du diagnostic est un examen clinique. Lors d'une consultation, votre médecin procédera à un examen physique en palpant vos seins ainsi que les aisselles pour détecter d'éventuelles masses ou anomalies. Il vous posera également des questions sur vos symptômes, leur apparition et d'autres aspects comme vos antécédents familiaux. Cet examen physique est essentiel car certains symptômes peuvent ne pas être visibles sur une imagerie, mais être détectés par la palpation.
Cela permet également au médecin de déterminer la taille, la consistance et la mobilité d'une éventuelle masse dans le sein. La deuxième étape du diagnostic repose sur l'imagerie médicale. L'examen de référence est généralement une mammographie, une radiographie spécialisée des seins. C'est un examen clé pour détecter les tumeurs, même lorsqu'elles sont trop petites pour être senties au toucher. Elle permet d'obtenir des images en coupe du sein et de repérer des zones denses ou des anomalies, telles que des microcalcifications, qui pourraient indiquer la présence de cellules cancéreuses. La mammographie est recommandée régulièrement pour les femmes de plus de 50 ans dans le cadre du dépistage, car comme on l'a vu, le risque de cancer du sein augmente avec l'âge, notamment après la ménopause. Encore une fois, un dépistage précoce permet de détecter les cancers à un stade où ils sont plus faciles à traiter, améliorant ainsi les chances de guérison. Par ailleurs, si la mammographie révèle une anomalie, ou si la densité du tissu mammaire empêche une bonne visualisation, une échographie mammaire peut être réalisée. Elle est souvent utilisée pour différencier une masse solide qui pourrait être un cancer d'un kyste rempli de liquide qui est généralement bénin. Cet examen est particulièrement utile pour les femmes ayant des seins denses car il permet d'obtenir des informations supplémentaires que la mammographie seule ne peut pas fournir. Dans certains cas, une IRM mammaire peut être prescrite. Elle est souvent réservée aux situations plus complexes ou aux femmes à risque élevé, comme celles ayant des mutations génétiques BRCA1 ou BRCA2. L'IRM est également utile pour examiner l'ampleur de la tumeur dans les cas de cancer localement avancé. Maintenant, si une masse suspecte est détectée par l'un des examens d'imagerie, l'étape suivante est généralement une biopsie. C'est le seul examen permettant de confirmer le diagnostic de cancer. La biopsie consiste à prélever un petit échantillon de tissu mammaire de la zone suspecte. Une fois l'échantillon prélevé, il est envoyé en laboratoire pour une analyse anatomopathologique. Cet examen permet de déterminer si la masse est cancéreuse ou non, mais aussi de préciser le type de cancer, son agressivité et d'autres caractéristiques essentielles. L'analyse recherche également des récepteurs hormonaux comme les récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone, ainsi que la présence de la protéine HER2. Ces informations sont cruciales pour déterminer le traitement le plus adapté. Maintenant, quelles sont les options de traitement disponibles en fonction des résultats du diagnostic ? Lorsqu'une personne est diagnostiquée avec un cancer du sein, il existe plusieurs options de traitement qui peuvent être envisagées en fonction de la nature du cancer et de la situation spécifique de la patiente. Tout d'abord, la chirurgie est souvent le traitement principal. Il s'agit d'une opération pour enlever la tumeur et parfois aussi une partie du sein, voire le sein entier selon la taille et l'emplacement du cancer. L'objectif est de retirer le plus possible de cellules cancéreuses. Ensuite, la radiothérapie peut être recommandée après la chirurgie. Elle consiste à utiliser des rayons X pour détruire les cellules cancéreuses restantes et réduire le risque de récidive. La radiothérapie cible une zone spécifique du sein et est généralement utilisée pendant quelques semaines. À côté de ça, la chimiothérapie est un autre traitement courant, surtout si le cancer est plus avancé. Elle est souvent administrée en plusieurs cycles pour être efficace, tout en permettant au corps de se remettre entre les traitements. Il y a aussi les thérapies hormonales qui sont utilisées si le cancer du sein est sensible aux hormones comme les œstrogènes. Ces médicaments aident à bloquer les hormones ou à réduire leur production pour empêcher les cellules cancéreuses de croître. Enfin, dans certains cas, des thérapies ciblées peuvent être utilisées. Ces médicaments se dirigent directement contre les cellules cancéreuses en ciblant des anomalies spécifiques dans les cellules. Ils sont souvent prescrits lorsque le cancer a des caractéristiques particulières qui peuvent être ciblées par ces traitements. Évidemment, chaque cas de cancer du sein est unique, donc le choix des traitements dépendra de nombreux facteurs, notamment le type de cancer, son stade et l'état général de la patiente. Bien entendu, les médecins travaillent avec chaque patiente pour choisir le plan de traitement le plus approprié pour elle. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain contenu. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.